FM TV, La vengeance du pangolin, c'est votre nouveau livre chez Robert Laffont. Je le précise, c'est marqué là en petit, mais pensez le virus. Et c'est très important dans la discussion que nous allons mener ensemble dans les minutes qui viennent. Nous allons évidemment parler du virus, de cette pandémie, de l'impact sur nous, de la façon dont les politiques l'ont géré. Avant ça, je souhaiterais commencer avec l'actualité. Ce matin, ce discours du chef de l'État, donc au Panthéon, naturalisation de 5 personnes. Et l'occasion pour les 150 ans de la République de parler de ce qu'est la République. On l'écoute. La République n'est pas donnée, jamais acquise. Et je le dis ici aussi pour nos jeunes. C'est une conquête. Et elle est toujours à protéger ou à reconquérir. Elle est à reconquérir spécifiquement en ce moment, la République ? Il me semble, oui. Il me semble, parce que la République, c'est quand même liberté, égalité, fraternité, avec la possibilité de lier les trois. C'est-à-dire, la liberté sans l'égalité, c'est pas terrible. L'égalité sans la liberté, c'est pas terrible non plus. On a la droite qui triomphe avec une liberté sans égalité, la gauche avec l'égalité sans la liberté. Mais le tout est lié avec la fraternité. Je pense que nous manquons de fraternité. L'époque est terrible, elle est au communautarisme. On n'est plus capable de fabriquer une véritable communauté. Vous avez passé des belles images de cet accès à la nationalité française avec des gens qui aiment la France. C'est formidable que viennent tous ceux qui aiment la France, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion. Et c'est ça qu'il faut refaire d'une certaine manière. Une république qui dira, voilà, nous avons des valeurs. Si vous les partagez, on peut agiter laïcité et féminisme, eh bien, vous êtes français, vous êtes chez vous. Vous avez parlé des valeurs de droite, de gauche. Est-ce que c'est parce que ces partis traditionnels de gouvernement n'existent plus vraiment qu'il y a peut-être une perte de boussole et une difficulté à refaire République, pour le coup ? Alors il y a des lignes de partage, la droite et la gauche ça existe encore vraiment, mais ces lignes de partage, elles donnent deux mondes, et dans les deux mondes il y a aussi une autre ligne de partage qui est pour l'Europe de Maastricht ou contre. Et donc vous avez une espèce de proximité entre la droite et la gauche maastrichtienne, je dirais, et puis la droite et la gauche anti-maastrichtienne. Ça fait 4 mondes et 4 visions du monde, entre l'islamo-gauchisme par exemple de Jean-Luc Mélenchon, qui estime que quoi qu'il arrive, l'immigration est toujours une chance, ce qui est une erreur, ou Marine Le Pen qui nous dit que l'immigration est toujours une catastrophe, c'est aussi une erreur. Et puis ceux qui au milieu nous disent c'est toujours très bien et c'est toujours fantastique, c'est aussi une erreur. Il y a juste la possibilité de dire, et si au-delà de tout cela, nous allions voir du côté de la France en disant mais avez-vous envie d'aimer la France ? Qu'est-ce que c'est que la France pour vous ? Quel type de projet c'est ? Comment est-ce qu'on fabrique une nation ? Et je pense que le président de la République n'a pas le monopole du langage, ça c'est quand on est dans l'opposition, il a le monopole de l'action. Et on attend moins, par exemple, pour fêter les 150 ans de la République, un président qui parle, il fait ça beaucoup, mais un président qui aurait pu dire aujourd'hui, pour fêter les 150 ans de la République, il y a 700 territoires perdus par la République, nous allons reconquérir ces territoires. Vous parlez un peu, vous pensez beaucoup, c'est votre métier. Pensez, c'est marqué sur votre livre, pensez le virus. Vous venez nous décrire ce qu'est selon vous la pensée à gauche, la pensée à droite. La vôtre, elle se situe où ? Vous qui pensez ces idées, qui les regardez ? Vous avez décrit Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Oui. Vous avez pris deux extrêmes du spectre. Dit au milieu, il y en a d'autres. Bon. Oui. Où est-ce que vous vous situez ? Vous savez, on n'est pas obligé de rentrer dans les boîtes à chaussures où on nous dit la gauche c'est ça, et si c'est pas ça, vous n'êtes pas de gauche. Moi, je suis pas de la gauche libérale qui nous dit, par exemple, vous avez vu, entre fin juillet et début août, on nous a dit que les femmes, pour des raisons psychosociales, pourraient avorter jusqu'à 9 mois. L'idée qu'on puisse faire avorter une femme d'un enfant de 9 mois, c'est-à-dire on naît, puis on fait une piqûre létale, c'est Mengele ça, c'est pas la gauche pour moi, c'est pas le progressisme. Il y a eu une tribune dans Libération, pilotée par Laurent Geoffrin, où une philosophe, devenu une ou une, je ne sais plus dans quel sens, mais nous a dit qu'il fallait lutter contre l'impérialisme sexuel des Blancs, etc. Cette personne nous disait qu'il fallait utiliser toute la sexualité possible et imaginable, y compris la zoophilie, y compris la coprophilie. C'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec les animaux et manger les matières fécales de ses partenaires. Si vous pensez que la gauche, c'est ça, c'est-à-dire tuer les enfants de 9 mois, manger les matières fécales de son partenaire... Ah ben oui, mais... Non, pardon, Michel Onfray, je me permets de vous interrompre, mais puisque vous pensez, vous savez bien que les idées ne se résument pas à des pensées extrêmes, à des noms comme Mengele, la zoophilie... Mais non, mais ce ne sont pas des pensées... Il existe d'autres choses, c'est ce que vous me disiez. Ça s'appelle le progressisme, ça. Et je réponds à votre question en vous disant, cette gauche-là n'est pas la mienne. Ça, c'est sûr. Si l'autre gauche, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon, moi, je ne suis pas robespierriste et je n'ai pas la fascination pour l'Union soviétique. Il a fait sa rentrée il y a quelque temps, Jean-Luc Mélenchon, il a fait applaudir l'Union soviétique. Je suis désolé, ces deux gauches-là ne sont pas mes gauches. Ça veut dire que je suis de droite ? Donc je suis d'extrême droite ? Non, pas forcément. On est d'accord. Donc dans ces cas-là, je pense qu'il y a un autre socialisme, je songe à celui de Proudhon, qui est un socialisme autogestionnaire, qui n'est pas du tout jacobin, qui n'a pas le fantasme du grand homme, de l'homme providentiel, mais qui nous dit, allez voir du côté de l'autogestion. La sûreté, c'est-à-dire la sécurité, c'est l'un des droits de l'homme.
Pourquoi est-ce que ce serait devenu l'affaire de la droite? Que des gens aient envie juste de pouvoir se promener dans les rues, que des femmes aient envie de ne pas se faire agresser quand elles sont le soir, à 10h du soir, l'hiver, dans une rue, etc. L'idée de dire ce serait bien que les femmes soient en sécurité, d'un seul coup, vous êtes un suppôt de Marine Le Pen, vous êtes d'extrême droite, etc. Donc cette espèce de logique c'est la façon dont la classe politique en France est divisée. Oui. Avec François Hollande, président de la République socialiste, son ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a été accusé justement de mener une politique de droite, parce qu'il parlait des questions de sécurité. Bien sûr, c'était une erreur. C'était une erreur. Je pense que sur ces questions-là, Manuel Valls avait raison. Sur d'autres, Maastricht, l'Europe, l'euro, le marché, etc., je n'étais pas d'accord avec lui. Mais de fait, ce que je fais, c'est construire une autre gauche avec mes amis, puis avec pas mal de gens. Donc bien sûr, vous ne me trouverez pas au Parti socialiste, vous ne me trouverez pas à la France insoumise, vous ne me trouverez pas au nouveau parti anticapitaliste, à lutte ouvrière. Mais ça ne veut pas dire que pour autant je serai à droite, parce que vous ne me trouverez pas non plus aux Républicains et encore moins au Rassemblement national. Je crois qu'on peut aujourd'hui reconstruire une gauche avec la leçon des erreurs d'un socialisme libéral et les leçons des erreurs d'un socialisme débarbelé. Est-ce qu'il y a des gens qui vous inspirent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui entrent dans cette catégorie de personnes, en tout cas dans cette idée, dans cette pensée, avec lesquelles vous avez envie de travailler? Ce sont des gens que vous ne connaissez pas, qui existent et que vous n'inviterez jamais parce que ce sont les gens du peuple qui font... Ça fait beaucoup de certitudes en une phrase. Expliquez-moi pourquoi vous êtes aussi sûr du fait que, un, je ne les connais pas, et deux, je ne les inviterai pas. Parce que c'est un ami Berger, par exemple. Pourquoi je ne recevrais pas un ami Berger? Parce que, sauf s'il met un gilet jaune, vous l'inviterez, parce que à ce moment-là, vous aurez des raisons de l'inviter. Mais je veux dire que... Pourquoi? Inviter... Mais je vous regarde, enfin pas vous seulement, je regarde les émissions et on n'invite pas les artisans, les commerçants, les gens du peuple qui ont des choses à dire. On invite des syndicalistes, on invite des hommes politiques, on invite des psychologues, on invite des sociologues, on invite des spécialistes de la communication, du langage de ceci, mais c'est très bien, hein, je vous reproche pas d'inviter qui vous invitez. Je dis simplement que ma gauche à moi, elle est effectivement autogestionnaire, c'est-à-dire c'est le paysan qui va produire autrement. Ce sont les gens qui vont organiser un service pour les personnes âgées qui disent mais les EHPAD comme ça fonctionne actuellement, on fait pas ça. Et nous on le fait autrement, indépendamment de l'argent, du profit, etc. Ce sont des gens qui organisent, qui inventent des crèches. Ce sont des gens qui dans un village rachètent une épicerie, et refont une communauté dans le village, etc., etc. C'est une gauche concrète, pratique, pragmatique, souvent des jeunes, souvent des gens qui nous disent on en a assez de l'idéologie, et nous on est dans la fraternité, dans le partage, et il n'y a pas d'émissions dans lesquelles on dirait mais soyons un peu positifs, allez voir dans les provinces, dans les campagnes, regardez comment aujourd'hui on peut refaire une école, refaire une épicerie, refaire une production, un cycle court, des productions qui seraient pas forcément biodynamiques dans l'idéologie, mais qui seraient simplement respectueuses de la nature. C'est cette gauche-là. Elle n'est pas incarnée par un homme, et c'est tant mieux, mais ce sont des idées qui sont anciennes, c'est celle du socialisme libertaire. Alors, il y a des gens que vous décrivez qui parlent sur cette antenne, qui sont invités ici. Et par ailleurs, ce qui m'intéresse beaucoup avec vous, Michel Onfray, c'est que penser, vous le dites, c'est votre métier, penser, débattre. Débattre se fait par définition à deux, je crois. Vous dites ces gens-là ne sont pas dans l'idéologie. Or, ce que j'entends là à l'instant, c'est une forme d'idéologie à l'encontre, par exemple, de ce que nous faisons ici, alors que vous êtes invité pour en parler, que je vous questionne sur le sentiment de ce que vous pensez être la République, l'envie que vous avez d'y contribuer, et vous me répondez avec une idéologie à vous, en disant « vous ne recevrez pas ces gens, ils ne vous intéressent pas ». Je ne parle pas au futur, je parle au passé. Je dis ce sont des gens que vous ne recevez pas. Maintenant, si vous dites que vous allez les recevoir, c'est formidable, je vais vous donner une liste, et à ce moment-là, vous allez pouvoir dire à des bergers, à des paysans, à des œnologues, à des viticulteurs, à des femmes de ménage, et à tous ces gens-là, en dehors des gilets jaunes, parce qu'à ce moment-là, on les a reçus, et souvent pour choisir des belles caricatures, histoire de dire vous avez le peuple devant vous et ça ressemble à ça, le peuple. Je dis simplement une émission populaire qui ne soit pas populiste et démagogue, ça n'existe pas beaucoup. Je ne vais pas faire de la publicité pour France Inter, mais Philippe Bertrand, par exemple, fait une émission dans laquelle il est éminemment concret, où il dit voilà les initiatives locales, communales, avec des gens qui sont dans la pratique et pas dans l'idéologie. Vous avez le droit d'avoir une idéologie de droite, de gauche, religieuse, ça c'est pas mon problème. Mais c'est juste de dire fabriquer les idées auxquelles vous croyez. C'est-à-dire faites de telle sorte que n'ayez pas à dire la République, des discours, simplement dire mais la République dans un village, voilà comment ça peut marcher. La République dans un quartier, voilà comment ça peut marcher. Éventuellement dans un wagon de chemin de fer. La République, elle se fait aussi quand il y a 20 personnes, c'est-à-dire il n'y a même pas quelqu'un qui devrait pouvoir imposer sa conversation à tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui, etc., etc. La République, c'est la... Ça ne vous arrive jamais, ça, Michel Onfray? Non, jamais, moi. Non. Parce que moi, personne ne connaît le son de mon téléphone parce qu'il est toujours en vibreur. Et quand j'ai à téléphoner dans le train, d'abord, la ligne que j'utilise, il faut vraiment avoir envie de téléphoner parce que c'est de la dentelle pendant 2 heures. Mais si éventuellement j'avais à téléphoner, j'irais sur la plateforme pour éviter d'embêter les autres. Parce que la République, c'est aussi ça. Alors, l'idéologie poussée à son extrême, évidemment, inquiète le gouvernement. Ce matin, depuis le Panthéon, Emmanuel Macron a également parlé d'actualité et a annoncé une loi anti-séparatisme qui devrait être présentée par le ministre de l'Intérieur à partir du mois de novembre. Que peut-on attendre
d'une loi comme ça, selon vous? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une loi anti-séparatisme? D'abord, je trouve que la symbolique est extrêmement intéressante. Le Panthéon, c'est le lieu des morts. Donc je pense que si on veut honorer la République, on aurait pu choisir quelque chose de plus vivant que des tombeaux, des cénotaphes, des cercueils. Si vraiment on a envie de fêter la vitalité de la République, je pense qu'aller dans un cimetière, fût-ce le cimetière des grands hommes, ça me paraît pas forcément symboliquement le bon choix. Par ailleurs, il y a des choses à mettre en activité. Enfin, quand on est chef de l'État, on a la totalité des pouvoirs. Emmanuel Macron n'avait pas 40 ans, il était chef de l'État. Dans la Ve République, vous avez quasiment les pleins pouvoirs. Il avait l'Assemblée nationale avec lui, il avait le Sénat avec lui, il avait la quasi-totalité des médias avec lui, il avait tout. Il était beau, jeune, intelligent, brillant, tout. Il pouvait tout faire. Qu'a-t-il fait pour honorer la République dans les 3 premiers mois en disant il y a des territoires perdus, il va falloir les reconquérir et on va les reconquérir de cette manière-là et on va le faire la semaine prochaine, dans 15 jours, dans 2 mois, ou je ne sais quoi. Les présidents de la République, depuis 25 ans, j'en ai pas après Emmanuel Macron particulièrement, mais sont tous des candidats. On se dit, mais vous êtes au pouvoir, Chirac, Hollande, etc. Vous faites des discours de campagne présidentielle en disant, quand je serai élu, je ferai ceci, et quand je serai au pouvoir, je ferai cela. Mais vous êtes au pouvoir, donc agissez. Arrêtez d'aller dans les cimetières, fût-ce le Panthéon, pour aller nous dire que la République, c'était formidable, parce que le message subliminal, d'une certaine manière, c'est quand même ça, pour dire, eh bien, la République, c'est tellement formidable qu'on va vous faire voir comment ça marche. C'est-à-dire que le temps politique, le temps de l'élection est incompatible avec la conduite d'affaires publiques effectives, selon vous? Le problème avec la disparition du septennat, avec le quinquennat qui fait la loi, avec cette idée que le chef de l'État devient une espèce de super Premier ministre, mais c'est à peu près tout. Cette idée gaulliste du le président préside, le gouvernement gouverne, tout ça a explosé. Et donc le soir de l'élection, peut-être qu'on attend le lendemain, mais on commence à travailler à la réélection. Et cette obsession de la réélection fait qu'on n'a plus la passion de la France. La passion de la France, c'est de dire c'est bon pour la France ou c'est pas bon pour la France. Si c'est bon pour la France, on le fait. Si c'est pas bon pour la France, on le fait pas. Puis après, on se moque de la droite, de la gauche, de ceci, etc. Là, est-ce que c'est bon pour mon image? Est-ce que c'est bon pour mes chiffres? Mais vous ne pensez pas fondamentalement, Michel Onfray, que Emmanuel Macron, quelles que soient les idées qu'on a à son sujet, pense pour la France, se soit présenté au suffrage des Français pour essayer d'aider son pays? Mais pas quand on est dans la logique européenne qui a bradé la souveraineté en disant que les décisions qui concernent la France se passeront désormais à Bruxelles avec des gens qui ne sont pas élus et qui font partie d'une commission qui, elle, décide puisque le pouvoir aujourd'hui, il est supranational. Quand on est dans le supranational, on efface tout ce qui est national. Ce président de la République qui nous dit le virus ignore les frontières, il nous dit très précisément que l'idéologie est toujours là parce qu'effectivement, l'Europe suppose une Europe même pas fédérale, mais c'est transnational. Et quand on est dans le transnational, par définition, on n'est pas dans le national. Nous ne pouvons pas mener une politique nationale parce que nous sommes dans le transnational. Si on est dans le transnational, on est dans la Fédération européenne. Si on est dans la Fédération européenne, on n'est plus dans la République. C'est tout. Et ça paraît évident. Encore une ou deux questions d'actualité, s'il vous plaît. Vous avez vu au cours du journal les images du procès des attentats de 2015. Que vous reste-t-il, vous, de ce qui s'est passé à ce moment-là? D'abord, cette idée qu'il y a une immense sidération et que après la sidération, il n'y a eu rien. C'est-à-dire que c'est toute notre époque. On est dans l'émotion, on est dans la passion, on est dans les bougies, dans les peluches, le « Je suis Charlie », les petits papiers, les petits dessins, tout ça est formidable. Vous n'étiez pas Charlie, vous l'aviez dit. Hein. Mais non, mais j'ai pas. On a fait un usage aussi, évidemment, et idéologique et politique de ce que j'ai dit. On m'a dit, Michel Onfray, est-ce que vous êtes Charlie? Je dis, mais moi, je suis Michel Onfray. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, je suis Charlie? C'est une mode américaine. Il y a eu des gens, il y a quelque temps, ils étaient Notre-Dame. Je suis Notre-Dame. Bon, Notre-Dame brûle et les gens disaient, je suis Notre-Dame. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de dire, je suis pas ce que je suis, mais je suis Notre-Dame, je suis Charlie, je suis, etc. Moi, je ne pose pas la question en disant je suis ou je ne suis pas Charlie. Je dis, mais je défends la liberté d'expression. Jusqu'à valeurs actuelles, ceci dit, hein, pas seulement pour les journaux de gauche. Mais la liberté d'expression, c'est la possibilité pour les journalistes de dire des sottises, de dire des bêtises, et j'y ai droit régulièrement, et c'est très bien. Et c'est ce que je défends. Donc, je veux bien être Charlie si vous voulez, mais c'est une façon de ne pas penser. Non, mais c'est une façon de ne pas penser, de dire alors vous êtes Charlie, vous n'êtes pas Charlie. Je dis simplement que tout ce qui s'est passé n'a servi à rien. On en est toujours là, et toujours des gens qui nous disent que ce qui s'est passé là n'a rien à voir avec l'islam, que c'est une problématique sécuritaire qui rend possible des excès de langage, et on est en train de dire aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le mot sauvageon? Et on fait, ou pas sauvageon, ou en sauvagement. Pour vous, c'est lunaire d'avoir cette discussion? Mais vous vous rendez compte des plateaux pendant 1 heure de télévision pour savoir si on a le droit de dire de gens qui sautent sur des voitures, mettent le feu, tabassent des gens, etc., pendant qu'on estime que tuer un chauffeur de bus, ça s'appelle
appelle un incident, une incivilité. Incivilité, c'est le mot qui a été employé. Vous vous rendez compte? Donc on tue un chauffeur de bus qui a demandé à des jeunes de porter un masque, ça s'appelle une incivilité. Et puis quand on dit tous ces gens qui détruisent tout, qui massacrent tout, ça procède quand même d'un ensauvagement. On dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce mot? Le garde des Sceaux répond à ça en disant... l'utilisation du mot n'est pas utile dans le débat public. En tout cas, n'apporte rien de pertinent à l'évolution de la situation. En tout cas, il ne contribue pas à apaiser les choses, à essayer d'échanger à ce sujet. Oui, mais c'est un avocat, c'est pas un ministre de la Justice. Donc les avocats, ils défendent les causes de ceux qui... Il est ministre de la Justice aujourd'hui. Oui, mais c'est un casting macronien. Tout est fait pour ça, d'ailleurs. C'est un casting médiatique. Il a changé tout. Et puis, en fait, on a juste dit, il y a deux personnages intéressants, c'est Roselyne Bachelot et c'est lui. Un ministre de la Justice, c'est pas un avocat. C'est pas un avocat. Ça peut l'être. Mais si c'est un avocat qui a le sens de l'intérêt général, il cesse d'être un avocat. Et on n'est pas dans l'idéologie, là encore. La première sortie qui se fait dans les prisons, c'est fantastique probablement pour les prisonniers. Moi d'ailleurs j'ai des théories sur les prisons. Je pense qu'il faut en finir avec les prisons comme elles fonctionnent et qu'on pourrait tout à fait envisager un autre dispositif qui ne serait pas les prisons. Et on passe à autre chose. Là pour le coup on fait de la politique vraiment. On arrête d'être dans cette idée qu'il y aurait le bien d'un côté, qui serait les gens dans les prisons qui n'auraient rien fait, puis de l'autre côté des victimes dont on ne parlerait jamais. Cette façon d'aller dans les prisons était une façon de dire à toutes les victimes qu'elles existaient, mais elles seraient de toute façon secondaires. Je ne suis pas bien sûr que ce soit des messages républicains. Est-ce que ce n'est pas votre lecture, ça, Michel Onfray? À quel moment Éric Dupond-Moretti dit bon, les victimes, c'est quoi? Vous critiquez la symbolique? Bien sûr, mais il n'a pas choisi sa première sortie par hasard. Ça me paraît normal en même temps, il a raison. Moi, je ne suis pas dans l'esprit d'Éric Dupond-Moretti, et pour le coup, je ne suis pas son avocat, mais peut-être considère-t-il comme vous que la question des prisons est centrale et que de meilleures prisons permettent d'avoir une meilleure société? Non, par exemple, je ne sais pas. Mais on peut le dire ailleurs et autrement qu'en faisant ça. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus que la communication. Donc, dès que Emmanuel Macron pose un livre sur son bureau, il faut qu'on sache lequel, parce que ça fait sens, c'est un message qu'on envoie, etc. Quand vous êtes ministre, vous n'êtes plus que ce que vous étiez précédemment, puisque vous incarnez la République. Chacun de vos gestes peut être retenu contre vous, parce que quand vous parlez, c'est la théorie des deux corps du roi de Kantorowicz, vous n'êtes plus Monsieur Dupond-Moretti, vous êtes le ministre qui incarne la République. Moyennant quoi, chaque chose faite, chaque chose dite suppose que la République est tout entière dans ce qui est fait et dans ce qui est dit. Donc évidemment, la première sortie, elle est éminemment symbolique. Vous ne sortez pas par hasard en disant « je vais voir des magistrats, je vais voir des juges, je vais voir dans une prison, je fais ceci, je fais ça ». Il se fait copieusement célébrer quand il arrive dans cette prison. Tout ça est fait pour ça. Cette façon de dire au journal de 20 heures, ce casting n'aura laissé que Dupond-Moretti et on aura retenu cette idée qu'il va d'abord dans une prison. J'ai l'impression que vous ne croyez en rien de ce qui est montré par l'exécutif ou par les médias. Est-ce que je me trompe? Non, vous avez raison. Je ne crois pas à la communication. Moi, je ne crois pas que parfois, peut-être, si je me mets de votre côté, ceci étant dit comme ça, que peut-être les gens font des choses pour les bonnes raisons et que parfois il est nécessaire de les montrer pour qu'elles existent et que les Français sachent qu'elles existent. Je suis tellement d'accord avec vous que ce que je reproche à ces gens-là, c'est de se montrer, c'est de s'exhiber, c'est d'être devant les caméras de télévision, c'est de parler, c'est de faire des discours. Ils font tout ça, c'est formidable, mais quand ils sont ministres, ils devraient agir. Quand ils sont là, ils ne sont pas dans leur bureau. Quand Emmanuel Macron coupe des trucs, etc., quand il fait le tour de la France pour aller voir des gens qui sont choisis par la préfecture, etc., quand est-ce qu'il travaille, cet homme ? Il y a un moment donné où on se dit, mais un président ou un ministre, c'est pas quelqu'un qui fait le nécessaire pour être chaque soir dans le journal télé et pour faire parler de lui avec des petites phrases. Vous savez très bien que les communicants font la loi. Depuis Séguéla et Mitterrand, la publicité est l'associé de la politique. C'est quand même sidérant. On pensait que le général de Gaulle a pris l'avis d'un cabinet conseil pour faire l'appel du 18 juin. Je sais pas, je n'étais pas avec lui. Mais... Non, mais moi non plus. Mais, vous savez, on n'a pas le même âge. Mais je veux dire qu'on n'y était pas tous les deux. Si vous pensez qu'il a fait il a sollicité des instituts de sondage pour savoir si les Français étaient plutôt pour un appel, plutôt contre un appel, ils sont sans opinion, ne se prononcent pas, etc. Le général de Gaulle dit, finalement, 0,8% des gens qui sont d'accord pour un appel du 18 juin, je le fais pas, quoi. Le général de Gaulle avait d'autres catégories qui étaient effectivement l'histoire, le destin, la civilisation, la place de la France dans le monde, etc. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est ma place dans les sondages. Ai-je gagné 2 points? Ai-je perdu 2 points? Et vous n'avez pas ça en faisant des choses pour la France, mais en séduisant les gens avec des discours que vous tenez à longueur de médias. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je défends la liberté de la presse, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ça vaut pour Valeurs Actuelles, avez-vous dit au sujet de Daniel Obono. Est-ce que vous jugez que c'est dessein? Et par ailleurs, le texte que cette fiction contient, parce que peu de gens ont lu le texte, mais il existe. Est-ce que c'était raciste? Alors d'abord, il faudrait, mais tout devient extrêmement compliqué, c'est-à-dire que les gens ne savent plus ce qu'est l'ironie, ce qu'est l'esprit voltairien, ce qu'est l'humour, ce qui distingue toutes ces choses-là. Et c'était, et vous l'avez bien dit dans votre présentation, une fiction. La fiction, elle aide à penser.
C'est-à-dire que quand vous avez le corbeau et le renard, personne ne dit le corbeau il parle, puis le renard il parle aussi, puis ils ont vraiment un fromage, etc. Ça s'appelle une fiction. C'est-à-dire on invente une histoire, et en inventant cette histoire, on a une thèse, on a une théorie, etc. La thèse de ce texte, c'est de dire qu'il y a eu des traites négrières et que toutes ont été indéfendables, mais qu'il n'y en a pas eu qu'une qui aurait impliqué les Blancs, qui auraient toujours tort, pendant que les Noirs auraient toujours raison. Première chose. Deuxième chose, quand vous lisez Rokhaya Diallo, quand vous lisez les théoriciens de l'indigénisme, du racialisme et du décolonialisme, vous avez des gens qui vous disent, ça c'est très freudien, depuis 1492, depuis qu'effectivement les Blancs sont allés coloniser les Antilles, par exemple, ou les Amériques, eh bien il y a eu un traumatisme qui s'est transmis de, je sais pas quoi, d'inconscient en inconscient, de corps en corps ou d'âme en âme, comme on voudra. Mais le traumatisme de 1492 est toujours présent. C'est-à-dire que si vous êtes blanc, quoi que vous ayez fait, vous êtes un colon. Et si vous êtes noir, quoi que vous ayez fait, vous êtes un colonisé. Donc c'est une théorie que Daniel Obono défend. Et d'un seul coup, quand d'autres disent on vous prend au mot, effectivement, vous dites sans cesse on est des descendants d'esclaves et vous nous avez humiliés, etc. On dit d'accord, vous êtes des descendants d'esclaves. Et là on dit non, vous n'avez pas le droit, vous. Vous êtes blanc, vous n'avez pas le droit de dire qu'on est des esclaves, y compris dans une fiction, y compris dans un dessin qui n'est pas un dessin par définition, c'est une invention. Et je trouve que même si j'étais moi-même un personnage de cette série tout au début de l'été, ça fait partie du jeu. Moi, je me suis fait traiter, par exemple, de Bernard-Henri Lévy dit que je suis Drummond, non pas Drummond, que je suis Marcel Déat ou Doriot, c'est-à-dire que j'ai porté l'uniforme nazi sur le front russe. Il dit ça dans Le Point, mais moi, j'ai pas fait la pleureuse. Ça ne vous aurait pas touché à aucun niveau de vous voir représenter justement en Doriot avec l'uniforme nazi sur le front russe? Mais j'y ai eu droit. Mais quand BHL dit que je suis Doriot, il le dit. Et alors, c'est la liberté d'expression. Je pense qu'il a tort. Mais il le dit quand le regrettait Charb, au moment où mon livre sur Freud paraît, m'associe à un personnage qui a un uniforme nazi. C'est sa liberté d'expression. Je ne trouve pas forcément le dessin de bon goût, mais je n'aurais pas interdit à Charb de dessiner. Dans la fiction, il n'y a pas de limite, selon vous? Eh bien, c'est à vous de me dire lesquelles. C'est la justice qui se prononce. Hein. Le parquet de Paris est saisi, a ouvert une enquête préliminaire dans cette affaire. Daniel Obono, elle, a porté plainte. Non, mais la justice, elle n'est pas juste sur ce genre de sujet-là. Vous savez très bien que quand on dessine Marine Le Pen en étron, on a le droit, mais que quand on dessine Madame Obono en esclave, on n'a pas le droit. Que elle a encore dit qu'on n'avait pas le droit, la justice. Non, mais la justice. Je vous prends le pari que ça m'étonnerait que on nous dise non, liberté d'expression, etc. On sait comment les choses fonctionnent. Le regretté Guy Bedos avait traité de conne Nadine Morano, et au tribunal, Nadine Morano a perdu, etc. Donc il y a un moment donné où il faut accepter, quand on donne des coups, et elle en donne, d'en recevoir. Moi j'en donne, j'en reçois aussi, c'est normal, c'est la règle du jeu. Alors pourquoi, selon vous, le directeur de la publication de Valeurs Actuelles était sur ce plateau, juste après la parution de cet article. Il a parlé de maladresse. Il a présenté ses excuses à Daniel Obono. Qu'est-ce qui justifie le fait que cet homme présente des excuses, selon vous? Alors ça, il faudrait le lui demander. Il pourrait avoir la même lecture que vous, dire « je fais ce que je veux dans une fiction ». Moi, j'aurais été le patron, j'aurais assumé. J'aurais dit « j'ai fait ça, oui, mais maintenant, je vais vous expliquer. On va faire une théorie de la fiction, une théorie de l'humour, une théorie de l'ironie. Vous avez le droit de dire que mon humour n'est pas drôle. Vous avez le droit de dire que ma fiction n'est pas crédible ou que je ne sais quoi. Mais je ne suis pas le directeur, je ne vais pas faire le plaidoyer du journal. Je dis simplement que j'ai trouvé très étonnant qu'on puisse faire le cador et puis qu'à un moment donné où on voit tout le monde arriver, c'est-à-dire le président de la République qui fait un tweet, je crois. Non, il a appelé Daniel Obono. C'est encore mieux. Moi, par exemple, quand on me traite de nazi, il ne m'appelle pas. Vous auriez aimé qu'il vous appelle? Pas du tout, mais j'ai pas envie, moi. Je veux dire, il me donne des coups, je lui donne des coups, c'est normal. On va pas non plus faire la chochotte en disant oh là là, ça m'a fait mal, etc. Je suis traité de nazi, oui, alors, je suis traité d'antisémite en permanence, oui, d'accord. Je suis un type d'extrême droite. Laissez faire. J'ai jamais porté plainte, moi, dans ma vie. Et Dieu sait si j'ai été insulté, et copieusement insulté, et régulièrement. Ça fait partie du jeu. On ne peut pas être des combattants, comme Madame Obono est combattante, comme Valeurs Actuelles est combattant, comme Charlie Hebdo est combattant, etc. Et c'est très bien d'être combattant, comme Emmanuel Macron est combattant, et dire, moi je veux bien donner des coups, mais je veux pas en prendre. On en donne, on en prend. Et quand on en prend, on se plaint pas. Et puis on dit pas après, mais c'est pas un coup que je voulais vous donner, je voulais presque une caresse, je pensais pas que ce coup pouvait vous faire mal, etc. Là, j'ai pas trouvé ça très élégant de la part du directeur que de ne pas assumer une logique en disant, elle a peut-être été effectivement mal comprise, ou je ne sais quoi. Enfin, je veux pas faire la défense de cette défense dont j'estime qu'elle n'est pas une défense. Il y a première vertu visible de votre livre. Un pangolin ressemble à ça. Oui. Parce que les gens ont beaucoup entendu parler de ce nom, donc voilà à quoi ça ressemble, cet animal. Et c'est une lecture idéologique. Qui a été au centre de l'actualité évidemment depuis le début de cette pandémie. C'est un recueil de chroniques, d'interviews à la presse. Vous avez écrit
l'introduction, enfin la préface, la conclusion, a posteriori. Le reste, vous avez décidé, expliquez-vous, de ne pas y toucher pour ne pas apporter de modification. Emmanuel Macron occupe une place centrale dans votre livre, et sa gestion de la crise occupe une place centrale. Et vous dites, les mots, vous les choisissez évidemment avec soin, il a exposé les Français au virus. C'est une phrase qui revient à plusieurs reprises. C'est une phrase qui, pour vous, est factuellement vraie. Pourquoi ? Je finis ce que je disais en disant que c'était une couverture idéologique, parce que le pangolin est un petit animal sympathique. Et la photo le rend un peu... il semble un espèce de reptile, alors que finalement... Un peu peur, ça. Oui, alors que finalement, c'est un animal plutôt sympathique et pas dangereux du tout. Alors... Moi, je me suis retrouvé, je le dis dès le départ de ce livre, le 28 janvier sur un plateau de télévision où l'information a été donnée à tout le monde, donc à moi, je n'avais pas d'information autre que celle-ci. Wuhan, ville de plusieurs millions d'habitants, une dizaine de 10-12 je crois, avait été mis en quarantaine et avec des précautions militaires assez sidérantes. On a vu des images, c'était la Chine. La Chine, c'est un pays totalitaire dans lequel 10 000 morts de plus, 10 000 morts de moins, ça compte pas beaucoup. On n'est pas en démocratie. Et moi, tout simplement avec ça, j'ai pas la possibilité, parce que je suis pas chef de l'État, d'appeler l'ambassadeur de Chine en lui disant « pourriez me faire un état très précis de ce qui se passe là-bas et de me raconter ce qui se passe ». Puis on a des services secrets, on sait que ça fonctionne comme ça et qu'on a des services secrets en Chine, etc. Et donc d'avoir ces informations pour demander ce qui se passait. Moi, naïf, j'en sais pas plus qu'un citoyen de base, j'ai dit « je pense que s'il y a effectivement péril en la demeure en Chine », aux yeux même des Chinois, c'est qu'il n'y a pas un péril en la demeure nationale, mais un péril planétaire. Donc moi, je vois un signe à décoder, et ce signe à décoder est que ce sera grave. Ce sera probablement pas une grippette, comme le disait le médecin qui était sur le même plateau que moi, ou un autre éditorialiste qui nous expliquait que ça n'avait rien à voir, que c'était une grippe, qu'on n'arrêtait pas tout ça. Bon, très bien, je dis juste que l'information qui nous est donnée par la Chine méritait qu'on puisse faire attention. Que fait le président de la République à ce moment-là ? Et je ne sais pas si Agnès Buzyn, comme elle le dit, lui a fait savoir un mois avant qu'il y avait un problème. Elle dit que oui. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas les moyens de trancher. Je dis simplement que quand on est chef de l'État, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Le contraire de ce que fait Emmanuel Macron. C'est-à-dire, on est là pour protéger les Français. Le chef de l'État protège son peuple. Il ne l'expose pas. Il dit, on va chercher tous les expatriés. Formidable. C'est-à-dire, on va chercher des expatriés en disant on prend des avions et puis on vous ramène en France. Ce sont les militaires qui font le rapatriement. Les militaires arrivent sur leur base, qu'est-ce qui se passe ? On leur dit vous partez en permission. Formidable. Formidable. Donc après on dit les avions chinois peuvent continuer à atterrir. Pardon, excusez-moi, je vous interromps un instant. Excusez-moi, juste pour le souci de lisibilité de notre échange. Vous avez dit il y a un instant, c'est le rôle du chef de l'État de protéger les Français. Bon, il y a des expatriés, il les rapatrie. Est-ce que ça n'est pas là ce qu'on attend d'un chef de l'État aussi ? Ben, pas forcément. On peut attendre du chef de l'État qu'il protège des gens qui sont exposés en disant on va organiser en Chine la possibilité pour vous d'être testé, d'être. Moi, je ne sais pas combien il y avait de Français présents en Chine en disant on laisse pas tomber les Français en Chine. Hein, entendez bien, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'on pouvait s'en occuper autrement, différemment, et puis probablement les tester, faire des tests qui leur auraient permis de savoir qui était positif, qui n'était pas, organiser des quarantaines sur place, etc. Puis après prendre les mesures nécessaires pour les faire rentrer. Hein. Entendons-nous bien, je dis pas il fallait les laisser là-bas, bien fait, tant pis pour eux. Je dis pas ça. Je dis juste qu'on ne peut pas exposer la totalité des Français avec des Français expatriés dont on dit revenez, vous allez être quelque temps comme ça, puis on va voir, et puis après on laisse les Chinois arriver. Moi, je suis parti pendant un mois ou deux, je suis allé au Liban, je suis allé en Irlande, je suis allé à Montpellier, je suis allé en Corse, j'ai pris des avions. J'allais, je venais, je n'ai pas été contrôlé du tout. Et pendant ce temps-là, des avions arrivaient de Chine, il y avait plusieurs centaines de Chinois qui arrivaient tous les jours et qui partaient partout en France. Je n'ai pas trouvé ça formidable, déjà dans un premier temps. Alors, lorsque l'exécutif dit à ce moment-là, l'état de nos connaissances n'est pas suffisant pour prendre c'est ce qu'ils disent, hein, pour prendre les décisions qui auraient été de nature à protéger plus, comme vous l'appelez de vos voeux, l'ensemble des Français. Ben, moi, je vous dis, je suis pas un malin. Le 28 janvier, j'aurais pas fait ce qu'a fait le président de la République et j'aurais fait ce que je vous dis, c'est-à-dire protéger les uns les autres, protéger les expatriés, protéger le peuple français, ralentir éventuellement la diffusion parce qu'elle était inévitable, mettre le paquet sur des achats de tests, sur des achats de masques, ne pas dire le masque ne sert à rien. Aujourd'hui, ça sert si peu à rien que si vous le portez pas, c'est 135 €. Les tests, ça sert à rien. Si vous faites tester aujourd'hui, demain, vous pouvez être tout de même positif alors que vous étiez négatif la veille, etc. Enfin, toute la théorie
qui a été présenté par le gouvernement pour nous dire que finalement, il ne fallait pas s'inquiéter, etc. En mars, le président de la République nous dit « mais il faut continuer à vivre ». Moi-même, avec mon épouse, nous allons au théâtre. Et puis, on va continuer. La terrasse, ça fait partie de notre culture. Donc, on peut continuer à vivre. Puis après, confinement total. Alors, que nous dites-vous en creux, Michel Onfray? Qu'est-ce qui motive ces décisions? Pourquoi ne prend-il pas les décisions que vous auriez appelées de vos voeux, alors? Parce que poser le constat, ok, très bien, et ensuite? Eh bien, on a la faillite d'une idéologie qui est celle du libéralisme, qui est du laisser faire, laisser passer, et tout va s'arranger naturellement. Et on a vu que la crise, la grande leçon de la crise, c'est que ça ne marche pas, le libéralisme. Vous avez bien vu quand Boris Johnson, à un moment donné, dit on va laisser faire, et puis il va y avoir une contamination généralisée, et puis après, il y aura une immunité généralisée, etc. Et puis c'était cercueil, 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 cercueil. Il a dit top, on arrête, ça marche. Ça ne marche pas, le libéralisme. Ce qui marche, c'est l'État. C'est l'État protecteur, c'est le chef de l'État qui dit mais j'ai le souci de mon peuple et parce que j'ai le souci de mon peuple, on va faire de telle sorte qu'on va avoir du côté des foyers, on dit cluster aujourd'hui, on va aller voir du côté des foyers, on va tester très précisément d'une certaine manière la théorie du professeur Raoult qui a dit dès le départ, on teste massivement, on met de côté les gens qui sont à problème et effectivement on a un suivi médical. Lui fait la proposition, vous le savez, de l'hydroxychloroquine plus d'un antibiotique dès le départ pour éviter qu'il y ait une explosion, etc. C'est une proposition, elle n'est pas suivie. On dit juste, allez-y, continuez, on verra bien, et puis ça enfle, ça enfle, ça enfle. Je dis simplement qu'un chef de l'État devrait avoir le souci non plus de l'idéologie. Un virus ignore les frontières, nous dit-il. C'était très bien, tout ça, c'est très maastrichtien, c'est formidable. Puis après, le virus, il n'ignore pas les frontières de Maastricht. Pas con, hein, le virus. C'est-à-dire que sur la planète, il se trompe, mais quand il arrive à Maastricht, il s'arrête parce qu'il se dit « Ah, c'est Maastricht, et là, je respecte cette frontière-là. » Il reconnaît les frontières. Puis après, il est tellement malin qu'il reconnaît même les frontières des départements. Donc ce virus qui vient de Chine, il est capable de distinguer la Manche, le Calvados et l'Orne, par exemple. Là-bas, c'est la Haute-Normandie. Malin. Donc après, on a des zones. On est dit, vous avez des zones en 2 couleurs. Et on arrive avec 3 couleurs. C'est Macron en même temps. Vous avez du vert, vous avez du rouge, puis vous avez de l'orange. Alors rouge, c'est en même temps orange et c'est en même temps vert. Vous savez pourquoi on a découpé comme ça? Parce qu'en fait, le suivi médical se fait dans les régions avec les autorités régionales de santé, que ce sont elles qui coordonnent les efforts de santé avec les hôpitaux, les cliniques et les établissements médico-sociaux, et qu'il fallait bien un découpage. Donc le virus reconnaît les frontières. Je ne sais pas s'il reconnaît les frontières, mais en tout si, cas, parce qu'il reconnaissait il fallait les frontières une prise en charge. Non, mais comment optimiser la prise en charge si ce n'est par département ou par région? Eh bien, il fallait l'optimiser d'abord nationalement en disant on va faire un dépistage massif, puis après on se débrouille, puis après on réquisitionne des entreprises, et puis on dit vous allez fabriquer des tests, etc. Par exemple, il n'y avait pas de masque. Donc comme il n'y avait pas de masque, plutôt que de dire finalement on n'a pas de masque, qu'est-ce qu'il était loisible de faire au chef de l'État? Il était possible, plutôt que de dire c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, 5 fois dans un discours, eh bien de dire on a été pris de court. Je suis désolé, moi je ne suis pas président de la République depuis 15 ans, et mes prédécesseurs ont fait le nécessaire pour que les stocks de masques soient détruits. Nous n'avons plus de masques. Plutôt que de dire on n'a pas de masque, le masque n'est pas nécessaire, ce qui est exposé à la population, de dire je vous demande, les taxis de la Marne, c'est la juridiction des taxis de la Marne, de faire vous-même vos masques. Le message a été passé. Mais non, ça n'a pas été dit, puisque pendant des mois et des mois et des mois, nous avions même Madame Sibeth Ndiaye qui disait le masque, je ne sais même pas comment ça se met, c'est trop compliqué, il faut être agrégé de mascologie pour pouvoir mettre un masque, ça ne sert à rien, c'est pas utile, etc. Dès le départ, on disait on n'est pas doté de masques, c'est un problème, ça a été mal géré précédemment, ça n'est pas moi, mais j'ai le souci de vous, on va vous apprendre à faire des tutos et on va vous expliquer comment chez vous allez pouvoir coudre ou faire coudre des masques que vous allez pouvoir porter. Là, vous permettez à la pandémie de ne pas progresser. Évidemment, je suis tenté de vous demander s'il n'est pas facile de poser un constat. Alors, vous avez cité la date du 28 janvier, vous étiez sur un plateau de télévision, mais a posteriori de ce qu'il aurait pu être fait, alors que, bien au-delà de la France, dans l'ensemble du monde, les responsables politiques s'accordent pour dire, et scientifiques, que la violence, la rapidité de la crise qui nous a frappés a un peu surpris, ébranlé toutes les certitudes et bousculé tout ce qu'il était possible de savoir. Vous dites les scientifiques, moi je ne serais pas aussi catégorique. Je pense que le problème avec la science, c'est qu'elle n'est pas si scientifique que ça. Et on va faire, avec le professeur Raoult à Marseille, on va faire ensemble un débat sur la question de la vérité en science. 1er octobre. Oui, vous êtes gentil de le dire, merci. Mais moi, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai perdu ma première compagne d'un cancer, donc j'en ai vu beaucoup des médecins. Ils disaient tous des choses, et le suivant disait une chose, un autre disait encore autre chose, etc. J'ai fait un AVC récemment, 5 toubibs sont passés à côté. Donc il faut arrêter de dire la science. Mais justement, pardon, mais c'est exactement ce que nous disons à l'instant, Michel Onfray. Vous êtes décideur politique. Macron ou autre, vous prenez des avis, vous n'êtes pas vous-même scientifique. Absolument. Vous avez sous les yeux 10 scientifiques qui vous donnent 3 avis différents. Comment est-ce que dès lors vous tranchez? Comment est-ce que dès lors vous pouvez avoir la certitude que la décision, l'action publique que vous allez mettre en œuvre,
est la bonne. Avec la culture que m'ont donnée mes instituteurs à l'école primaire, et même un peu plus loin, au collège et au lycée. Parce que moi, j'ai appris Pasteur. Je sais comment ça marche. Pasteur m'a expliqué comment on avait découvert la sepsie, l'antisepsie, pourquoi les vaccins, ce que c'était que la vaccine, ce qui distinguait un vaccin d'un sérum, etc. À l'époque, on nous donnait ce genre d'informations. Aujourd'hui, tout le monde doute de tout, y compris de ça. On sait comment ça se propage. Enfin, toutes ces choses-là, on n'a pas besoin d'avoir un comité scientifique pour savoir que un virus se propage et qu'on peut éviter la propagation avec un certain nombre de choses. Mais imaginez un chef de l'État qui irait à la télévision, ou pas d'ailleurs, où les gens apprendraient, j'ai pris la décision sur les bases de ce qui m'a été enseigné à l'école primaire. Il dit avec un sourire évidemment, un peu de provocation. Non, vous avez bien raison, mais il aurait mieux fait que de décider avec son diplôme de, je sais pas quoi, de banquier chez Rothschild, ou de, je sais pas quel est son diplôme, l'ENA ou Sciences Po, je ne sais pas trop, ce qu'a été sa formation, parce que parfois un peu de bon sens peut suffire. Aujourd'hui, le bon sens fait défaut, et les informations scientifiques élémentaires manquent également. Il y a un deuxième personnage important, vous en avez parlé un peu, c'est le professeur Didier Raoult. Nous allons écouter Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît, parce qu'il a parlé du professeur Raoult aujourd'hui. Ah. Dans chaque crise, il faut trouver des boucs émissaires. C'est une maladie française. Et pour moi, l'adversaire, c'est le Covid, c'est pas tel ou tel médecin, et je pense notamment au professeur Raoult. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de violence à son endroit. J'ai aucune compétence pour dire qui a raison ou qui a tort. En tout cas, c'était pas le sujet. Chacun a fait comme il a pu, et lui le premier. Alors, il faut que je situe pour nos téléspectateurs qui n'ont pas encore lu votre livre. Vous expliquez que vous êtes tombé malade en Martinique, vous possédez une maison, vous avez eu de la fièvre, etc. Que peu de temps avant, le professeur Raoult avait cherché à vous contacter, que vous aviez échangé par les philosophies, et que du coup, comme vous aviez peur, vous ne sentiez pas bien, vous lui avez envoyé un petit message, il vous a rappelé, posé 4 questions, posé un diagnostic en vous disant... Ce n'est pas le Covid. Diagnostic qui a été confirmé pour une de vos proches par l'hôpital. Est-ce que c'est un déclic chez vous, ce moment-là, en disant cet homme-là détient un savoir qui m'impressionne, il détient une forme de vérité? Ce que vous dites ensuite, hein. D'abord, c'est quelqu'un qui ne s'est pas improvisé épidémiologiste ou spécialiste en virologie simplement avec le Covid. C'est quelqu'un qui travaille sur ce sujet-là depuis des années. C'est un des meilleurs au monde, hein, c'est reconnu. Il était effectivement, à une époque, on parlait de lui comme un nobelisable sur ce sujet-là. Il me semble qu'il a quelques compétences sur ce sujet-là. Quand on va voir un médecin, on est obligé de faire confiance au médecin. Il peut se tromper, bien sûr. Et le professeur Raoult a pu se tromper. Simplement, il a donné un cap. Et le contraire d'Emmanuel Macron, qui disait, qui faisait une chose, puis après autre chose, pas de masque, des masques, pas de confinement, puis des confinements, pas de frontières, puis des frontières, etc., etc. Lui, d'un seul coup, il a dit, moi, je vous fais une proposition. Et le chef, c'est ça. C'est quelqu'un qui dit, je vous fais une proposition, je peux me tromper, et je peux commettre des erreurs. Il dit, moi, je propose l'hydroxychloroquine, plus les antibiotiques, très vite, et des tests en permanence pour qu'on puisse savoir très vite si on est positif ou si on n'est pas positif. Si on est positif, on commence ce traitement, on évite l'explosion qui, elle, de toute façon, va générer des morts, c'est évident, avec les gens qui auront une comorbidité. C'était la thèse du professeur Raoult, c'est pas autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'on est... Je suis pour le coup sarkozyste, là, mais qu'est-ce qui fait que The Lancet, par exemple, fabrique une opération de communication, un journal, enfin une revue qui passait pour être sérieuse, dont on découvre... Une publication scientifique. Hein, une publication, oui, vous avez raison de préciser, une publication qui passe pour être sérieuse et qui est scientifique, enfin prétendument scientifique, où on dit ça ne marche pas, ceci, cela, etc. Puis au fur et à mesure, on comprend que ça n'a pas été du tout travaillé et que c'est complètement idéologique et qu'il faut taper sur ce monsieur. Et je me dis, mais finalement, il a tapé sur beaucoup de gens. Il a tapé sur les fonctionnaires de la santé, il a tapé sur les politiciens qui ne savent pas choisir ou décider, il a tapé sur les institutionnels, les conseils de l'ordre, enfin tous ces gens qui s'engraissent sur la bête et qui sont loin parfois de faire de la médecine. Il est bien évident que ça a fait des détestations. Quand Nicolas... Il est poursuivi, hein, il y a une société savante qui le poursuit devant l'ordre des médecins. Ah oui, c'est normal. Je veux dire, on ne va pas se laisser traiter de menteur si on est un menteur. Donc après, ils vont dire que non, que ceci, que cela. Enfin, c'est bien, il va y avoir des débats, des prétoires qui vont expliquer que... Mais... Votre sentiment se fonde sur des faits ou sur la nature de vos échanges avec lui? Est-ce que vous dites, je crois en cet homme, c'est un acte de croyance? Ou est-ce que vous dites, moi, dans les faits, j'ai observé, j'ai regardé tout ce qui a été dit et écrit, et je prends son parti? Si tant est que vous avez pris un parti, manifestement, c'est le cas. Oui, alors, Canguilhem est un philosophe qu'on appelle un épistémologue, c'est quelqu'un qui pense la science. Il fait beaucoup d'épistémologie, professeur Raoult. On a beaucoup parlé d'épistémologie pendant la demi-heure téléphonique qui a été la nôtre quand j'étais en Martinique. Et Canguilhem dit, la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences.
c'est une idée de Bergson, mais enfin, tout le monde la prête aujourd'hui à Canguilhem, donc je ne vais pas faire de zèle, mais disons qu'elle est de Canguilhem. C'est un art au carrefour de plusieurs sciences. Donc vous avez effectivement la virologie, vous avez l'épidémiologie, vous avez toutes ces sciences-là, et puis vous avez l'art. C'est-à-dire le personnage, moi j'ai perdu mon vieux médecin, enfin il avait cessé d'être médecin depuis très longtemps, mais il était 97 ou 98 ans, et quand j'étais jeune, j'ai fait un infarctus quand j'avais 28 ans, lui me disait, mais moi j'ai appris à goûter les urines à l'hôpital. Et dit, quand on rentrait dans une salle, on sentait et on avait un diagnostic parce qu'on posait les diagnostics de cette manière-là. Aujourd'hui, le diagnostic, c'est quoi? Vous avez des images numériques, vous avez des chiffres, les chiffres de vos urines, les chiffres de vos prises de sang, et puis on regarde des chiffres, puis on commande des chiffres. On peut ne pas se tromper dans ces cas-là si vous dites c'est au-dessus, c'est en dessous, c'est bien, c'est pas bien, ou etc. Le médecin, ça reste un artiste, ça reste un chaman. Ça reste quelqu'un qui déjà, parce qu'il a, comme un journaliste, vous avez une espèce de rat, et vous avez le personnage avec sa bouche blanche, il sait, etc. Tous les médecins sont comme ça. Votre généraliste, il est comme ça aussi. Vous allez le voir, vous dites, j'ai ces symptômes, il fait un petit diagnostic, il vous donne des médicaments, vous rentrez chez vous, il vous dit, il faut prendre ça, telle heure, etc. 8 jours après, vous n'avez plus rien, et vous vous dites, il m'a guéri. La plupart du temps, vous n'auriez rien pris, la nature aurait fait le travail, et vous auriez été guéri tout de même. Vous savez que c'est ce que disent les détracteurs du professeur Raoult au sujet de son traitement. Mais bien sûr, mais ils n'ont pas tort non plus là-dessus. Je veux dire, je suis pas béat. Je sais très bien que effectivement, c'était pas létal ce virus et qu'il l'était avec des gens qui avaient une comorbidité. Donc après, on peut avoir des erreurs d'affectation, de causalité. On dit je vous ai guéri parce que vous avez pris de l'hydroxychloroquine, vous n'auriez rien pris, vous auriez été tout de même guéri. Je dis simplement qu'il y a une relation de foi entre le malade, le patient et le médecin, et qu'il y a un moment donné où il faut croire à celui qui vous soigne. S'il est mauvais médecin, c'est un mauvais médecin. Le temps file, Michel Onfray. Une ou deux questions en préparant cet entretien. Évidemment, j'ai lu beaucoup de choses, écouté beaucoup de choses, regardé beaucoup de choses. Et votre nom apparaît très souvent, vous le savez, à côté du mot populiste. Est-ce que vous êtes un populiste? Est-ce que vous pensez l'être? Ou est-ce que ça vous dérange que l'on utilise ce mot à votre égard? Pas du tout. Moi, je suis populiste, oui, ça me gêne pas. Je suis souverainiste. Moi, j'ai pas peur des insultes parce que pour moi, ce sont pas des insultes. De toute façon, dans la vie, on est populiste ou on est populicide. On n'a pas le choix. Populicide, c'est un mot de Gracchus Babeuf, qu'il utilise quand les Vendéens sont massacrés par les robespierristes et les Jacobins. Et c'est la destruction d'un peuple qui est décidée par les Jacobins parisiens, notamment les robespierristes. Il y a aujourd'hui des populicides. Ces populicides sont des gens qui ont détruit la France, qui ont voulu une Europe transnationale, qui ont fait des transferts de souveraineté, qui ont fait de telle sorte que, par exemple, quand en 2005, on leur dit « Vous pensez quoi, vous les Français, là, on fait un référendum. Vous le voulez, ce traité ?» Non, nous n'en voulons pas. 2008, vous l'aurez quand même. Avec Sarkozy, avec Hollande, tous ces gens-là qui disent on va jouer les représentants du peuple contre le peuple, et le traité de Lisbonne fait passer par le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, ce que le peuple avait refusé. Ça s'appelle être populicide. C'est-à-dire le peuple, on lui demande son avis, et quand il n'est pas d'accord, on le jette son avis à la poubelle. Moi, je ne suis pas populicide. Donc oui, je suis populiste parce que je crois à la démocratie. Aujourd'hui, par exemple, sur BFM TV, face à Jean-Jacques Bourdin, c'est Robert Ménard, je crois, fin juin, qui dit... Moi, j'ai clairement un courant de pensée commun avec Michel Onfray. Il fait partie des gens qui m'intéressent dans la perspective de 2022, avec quelque chose à écrire pour notre pays. C'est une personnalité de laquelle vous vous sentez proche politiquement, idéologiquement en partie ? Mais moi, je ne connais pas le travail de Robert Ménard à Béziers, mais je me dis simplement que le peuple a voté 2 fois pour lui, notamment la deuxième fois. Au premier tour, il a été élu à 70%. Les élections sont libres en France. On n'est pas dans un régime fasciste, dans un régime dictatorial, dans un régime de type soviétique. Ça veut dire que 70% des gens ont estimé qu'il n'était pas nazi, qu'il n'était pas fasciste, mais qu'il faisait des choses concrètes à Béziers. Moi, je ne le connais pas parce qu'il m'a invité plusieurs fois à venir le voir, à venir visiter sa ville de Béziers. On ne s'est pas rencontrés sur ce terrain-là. Mais j'écoute ce qu'il dit, je regarde ce qu'il fait. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui estiment que puisqu'il a été élu avec le soutien de Marine Le Pen au départ, c'est un personnage détestable. Il y a plein de gens qui ont été élus avec le soutien de Le Pen. François Mitterrand a instrumentalisé Le Pen pour pouvoir exister, etc. Enfin, tout ça, c'est vieux comme le monde. Ce ne sont pas des épouvantails qui m'inquiètent, moi, qui me font peur, Robert Ménard. Pardon, nous sommes en retard. Oui, mais quand même, je ne pouvais pas vous laisser filer sans vous parler de ça, parce que vous servez BFM TV dans votre livre. Super. Évidemment. Je cite un passage, vous dites j'imagine qu'à BFM, quand un pigiste a rédigé un bandeau, entre parenthèses, sans faute, ce qui n'est pas toujours le cas, entre guillemets, Charles de Gaulle à l'arrêt, ça change quoi pour l'interrogation? Il y a eu du frétillement journalistique dans le clapier, du moins chez 2 ou 3 dont la cervelle en était encore intellectuellement capable. Est-ce que vous avez été interrogé par une cervelle capable ce soir? J'ai l'impression. Sinon, je vous l'aurais dit, hein, vous savez, je ne suis pas du genre à repartir chez moi et à me venger sur vous avec un tweet vengeur. Je vous l'aurais dit en direct, je le fais la plupart du temps en direct, oui. Il n'y a pas une forme de généralisation, Michel Onfray?
Bah là, vous avez expliqué très précisément que c'était BFM, un bandeau, etc. Donc je suis très précis, j'ai pas dit les journalistes. Ouais, ils en prennent un peu les journalistes quand même dans votre... Heureusement, ils nous en donnent tellement. Il faut bien qu'ils en prennent de temps en temps. Donc ils ont le droit de raconter plein de choses, de dire dès qu'on a Michel Onfray, Front Populaire, etc. Et puis derrière, vous avez une incrustation. Il y a une incrustation de Marine Le Pen, il y a une incrustation de Robert Ménard. Très bien, tout ça. Retournez-vous, il n'y a personne derrière vous. Pour le Non, coup, je le décor aurait été... Mais vous avez le droit, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Daniel Obono, c'est-à-dire vous avez le droit de frapper, on a le droit de répondre. Merci beaucoup, Michel Onfray, c'est moi qui vous d'avoir été avec nous. La vengeance du pangolin, c'est chez Robert Laffont. Le sous-titre est important, je le répète, pensez le virus. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, nous reparlons de la pandémie. Nous irons à Lyon, première action du maire de la ville.